Bonjour à tous, bienvenue dans Rally Inside, épisode 4. Aujourd'hui, on vous présente la C2R2 Max. En 2005, la FIA elle dévoile un nouveau groupe, le groupe R, dans lequel on a le R1, R2, R3, R4 et R5. On se rapproche un peu du groupe A, mais on reste sur des kits qui sont uniquement fournis par des constructeurs. Le groupe R, il est divisé en 5 classes. La classe R1, c'est des moteurs jusqu'à 1,6 litre et qui sont avec des moteurs boîtes d'origine. On a la Twingo R1, la DS3 R1. Le R2, on est sur des 1,6 litre, comme le R1 toujours atmosphérique, pas de turbo, et on a moteur boîte préparé. On a aussi la catégorie R2T, où on a les Ford Fiesta, qui sont utilisés notamment pour Rally Jeune à l'époque. Avec la classe R3, on passe de l'1,6 litre au 2 litres. On a les Clio R3, les Clio R3T pour le R3T, donc là on est sur des R3 avec turbo. Pour rester dans l'atmo, on a du coup, comme je disais, la Clio R3, la Civic R3, et dans la classe R3T, on a la Clio 4 R3T et la DS3 R3T. La catégorie R4, où on est à plus de 2 litres, donc les Mitsubishi, les Subaru, en 4 roues motrices. On reste sur du 4 roues motrices avec la classe R5, donc là on retombe sur des 1,6 litre, mais ce coup-ci avec des turbos. Donc on a les Skoda R5, donc Fabia Evo, les Polo, les C3, les DS3, les 208 et tout ce qui s'ensuit. La C2R2, elle apparaît en 2005. Elle est équipée d'un moteur TU5 JP4 de 190 chevaux et de 175 Nm de couple, et elle a une boîte de vitesse SADEV à 5 rapports séquentiels. En 2008 sort la Citroën C2R2 Max. On passe à une nouvelle Evo. À la base, on était sur une C2R2, maintenant on passe à la Max. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une nouveauté sur les amortisseurs arrière, des nouveaux arbres à cam, des soupapes plus légères. On a aussi du coup un kit admission, une boîte à air différente, le filtre à air, le collecteur et l'échappement qui ce coup-ci passe au-dessus de la boîte de vitesse. On a aussi en nouveauté les disques qui passent sur bol, la crémaillère qui devient hydraulique, une nouvelle face avant et le radiateur qui passe en aluminium. Tout ça, ça permet d'améliorer les performances tout en évitant de sortir des couilles complètement déraisonnables. Niveau moteur boîte, ça se présente comme ceci. On a la boîte à air de ce côté-là, le collecteur qui est ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur une Max sur celle-là, donc le collecteur passe là-bas. Contrairement du coup à la Max où le collecteur vient passer ici. Voilà pourquoi on modifie la boîte à air. Au niveau de l'intérieur, on retrouve classique le frein à main hydraulique, le fameux levé de vitesse séquentiel incurvé qui est typique à cette voiture et aussi au Saxo A6. On a tout ce qui est Komodo, le dash qui lui par contre est issu d'une A6K, d'une C2 A6K. Ça devait sûrement être une ancienne d'après le propriétaire, mais on n'en est pas sûr. Non, on n'a pas le dash de la Max parce qu'on va dire que ce dash a un coût très cher à l'achat. On est aux alentours des 1000 € le dash sans faisceau. Donc ce dash là il fait bien le travail. Et vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que c'est ce petit frein de vélo. Alors c'est pas le frein de la voiture, je vous rassure, c'est tout simplement le point de déverrouillage point mort. On entend un clic, je sais pas si vous l'entendez avec le micro, mais en gros ça permet de pouvoir passer le point mort. En fait, une fois qu'on a enclenché la première, si on pousse, ben ça reste rigide, ça bouge pas quoi. Et en fait ça permet d'éviter, quand on arrive dans une épingle serrée, enfin tirer le frein à main, qu'on doit arriver en première, et ben ça évite de passer la marche arrière ou le point mort. Ça permet de rester en première et éviter de perdre du temps inutilement. Sur certaines boîtes, ils sont au-dessus avec un simple bouton. C'est ce qu'on verra par exemple sur la C3 R5 que j'ai présenté, le déverrouillage point mort que je vous montrais au-dessus. C'est sur les voitures quand même plus récentes. Au niveau du centre, on a ici le contact, le démarrage, les fenêtres, droite et gauche, le ventilateur, le chauffage, les deux rampes, les anti-brouillards et le klaxon. On a aussi l'extincteur de ce côté-là, ainsi que les détresses. C'est une voiture de rallye, j'en ai pas parlé encore dans mes épisodes, mais vu qu'on roule sur la route entre les spéciales, on est obligé d'avoir des clignotants, des phares. J'ai pas pu vous montrer encore dans les épisodes comment fonctionne une boîte séquentielle. Pour faire fonctionner une boîte séquentielle, je vous en parlerai un peu plus lors d'un prochain essai qui arrivera sur la chaîne, où je serai au volant d'une belle auto, et ça sortira, je pense, normalement avant Noël, mais je veux pas m'avancer. Pareil, hein, faut que le temps soit là, faut que les gens soient dispo. La boîte séquentielle, ça marche avec un levier, c'est avant-arrière. Une fois à l'arrêt et qu'on est au point mort, on débraye avec la pédale d'embrayage, on passe la première, et une fois qu'elle est passée, on doit lâcher doucement l'embrayage et on est parti. Une fois qu'on est parti, on ne touche plus à l'embrayage, on tire pour passer les vitesses et on pousse pour descendre. Et seulement si on s'arrête, on touche à l'embrayage. C'est des boîtes où malheureusement, si on touche à l'embrayage en roulant,
ça les abîme plus qu'autre chose. Sur les voitures de rallye aussi, dans certaines catégories, et pas toutes, par exemple le groupe N qui est censé être d'origine, ça on en parlera sur d'autres voitures qui viendront prochainement, on est censé rester d'origine. Sur les R2, on a l'avantage d'avoir une prise d'air. Ça c'est quelque chose, je vous avais parlé sur la C3 R5 avec les Evo. Ça permet d'avoir de l'air dans l'habitacle et de ne pas avoir trop chaud parce que c'est des voitures qui chauffent beaucoup à l'intérieur. Et en fait, si vous venez voir à l'intérieur, on a des bouches d'aération comme sur le tableau de bord. Et ça permet de pouvoir diriger l'air vers sa tête ou vers son casque et d'être un peu plus en confort dans la voiture. Vous le savez, en rallye, on roule aussi de nuit, pas que de jour. Et donc on a pour ça des rampes de phare. Et là, celle-là, on est sur une rampe laser, donc c'est le meilleur qui se fait sur les rampes. Parce qu'on a les anciennes rampes avec les Oscars ronds, c'est les plus belles, on va pas se le cacher, mais c'est pas les plus efficaces. Ça, c'est la Rolls-Royce de la rampe. Avec ça, on y voit comme en plein jour. C'est impressionnant. La C2R2, elle a été énormément appréciée à la fin de sa carrière par tous les particuliers, on va dire, hors coupe de promotion, pour son faible coût d'entretien et sa facilité d'entretien. C'est des pièces qu'on trouve beaucoup. Les voitures ont été vendues à beaucoup d'exemplaires. Il y en a eu aussi, malheureusement, beaucoup de cassés. Donc, il y a beaucoup de pièces trouvables. Et c'est ce qui fait beaucoup le point fort de cette voiture. C'est que, contrairement à une 208 R2, et on en reparlera, où tout est plombé, tout est beaucoup plus compliqué. J'ai beaucoup de pilotes qui m'ont dit que quand ils avaient une C2R2 Max, ils faisaient tout eux-mêmes chez eux. Une 208 R2, ils préfèrent pas y toucher. C'est beaucoup plus technologique, c'est tout plombé. Alors je vous expliquerai ce que c'est que le plombage quand on aura une voiture plombée en face de nous, ce qui viendra aussi plus tard dans la chaîne. Et du coup, la C2R2, elle va prendre fin, on va dire, en 2013, quand Peugeot va nous sortir une 208 R2 très performante dès le départ. La 208 R2, elle reprend les mêmes caractéristiques. 1,6 litre, 190 chevaux, quasiment 200. On est un peu plus évolué que ce soit niveau châssis, train, ainsi que la boîte de vitesse et le moteur bien évidemment. La C2R2 Max, par contre, ça ne l'empêche pas de rester encore aujourd'hui une référence sur les rallyes. C'est une voiture qui est au prix d'achat à 35 000 €, qui pour une voiture de rallye, avec ces performances-là, une boîte séquentielle, des vrais trains, des vrais amortisseurs en fait. On est sur du 3 voies réglable, c'est une usine à gaz. Mais par contre, on peut avoir de très grosses performances et cette caisse, on la voit encore aujourd'hui dans les top 10 de rallye. Ce qui en fait une caisse en fait, tout simplement parfaite pour moi, à mes yeux. J'ai eu l'occasion de rouler avec cette voiture sur un rallye extrait. Ça s'est pas super bien déroulé. Mais on va dire que sur les 10 km que j'ai fait avec, j'ai trouvé cette bagnole incroyable. Pour 35 000 €, on a une vraie voiture de course à la maison. Aujourd'hui, pour 35 000 €, on a un 3008. Et encore, je vous laisse faire votre choix. La famille ou le loisir. C'est une voiture qui est assez facile à prendre en main parce qu'on reste sur quand même des bases d'origine. On est sur un véhicule 100% compétition, mais qui reste très facile à manier. Je sais que je trouve que ça bouge pas mal de l'arrière, mais c'est pas traître. Par contre, une fois que ça part, on est sur un empattement qui est quand même très très court entre les roues. Donc dès que ça part, c'est comme un kart. C'est goodbye. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui est extra performante, faible en entretien. Il y a des pièces de partout. Un prix d'achat, bon, 35 000 €, ça fait mal. Mais comme je disais, quand on voit les voitures neuves à 35 000 €, ce qu'on a aujourd'hui, je préfère ça. C'est une voiture en fait qui est bonne en tout point. C'est pour ça qu'elle a été très appréciée en fait dans le monde du rallye et qu'elle fait rêver beaucoup de gens. C'est que déjà, elle a une gueule. Tout le monde ne l'aimera pas. Elle a un peu vieilli, mais elle a une gueule. Elle fait karting, elle a une bouille. Et aujourd'hui, allez à un rallye sans voir une C2R2. Vous en verrez pas. Il y en aura toujours au moins une. Pour toi. Je voudrais remercier, pour finir cet épisode, le NMC Racing Team, Jérôme Faye, le propriétaire de cette voiture, pour nous l'avoir mise à disposition dans ce hangar, pour pouvoir vous faire une présentation assez détaillée, mais tout en, comme je dis, en restant simple. Le but de ces épisodes, c'est de vraiment vous présenter les voitures de rallye comme, en restant dans la vulgarisation automobile, que tout le monde y comprenne. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, que je veux développer. Donc si vous avez des autos, que ce soit des N2S comme des Porsche 992 GT+, n'hésitez pas à me contacter. Je viendrai avec plaisir pour présenter votre voiture. Je veux faire vraiment tout. Toutes les classes, toutes les voitures. Que les gens se rendent compte des différences et que notre sport puisse un peu être mis en avant dans cette période où malheureusement on tout tend vers l'écologie.
Et malheureusement, notre sport est assez mal vu là-dessus. Et j'ai pas envie qu'il s'arrête, j'ai pas envie qu'on passe au tout électrique, j'ai pas envie qu'on passe sur des voitures sans âme. Et c'est pour ça que je vous présente des caisses comme ça. Merci à vous d'avoir regardé ce 4e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve dans un mois pour le 5e et normalement une petite surprise.